BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour, aux alentours de 16h30, le club BFM Crypto, nos experts vous accompagnent pour essayer de vous éclairer sur cette nouvelle forme de finance qui tente d'émerger. Raphaël Bloch avec nous, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Et bienvenue. John Karp avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour John. Bonjour Guillaume. Coproducteur du podcast NFT Morning et co-auteur de NFT Révolution, naissance du mouvement Crypto Art. Vous nous direz tout à l'heure si les NFT souffrent plus ou moins que les cryptos en ce moment. Quel impact la chute des cryptos a-t-elle sur la valorisation des NFT? Quel profil de NFT s'en sortent aussi? On va voir si ce qui se passe permet de faire ressortir, rejaillir par le haut les meilleurs projets et un profil de NFT plus prometteur. Vincent Bois aussi avec nous pour IG. Bonjour Vincent. Analyse, vous êtes là Vincent? On essaie de joindre Vincent Bois, qu'on va êessayer de rattraper en vol. Est-ce que vous êtes là, Vincent? Vincent est là. Et on est ravis de vous retrouver, Vincent. Vous savez, c'est comme les esprits qu'on invoque parfois quand on est jeune. Esprit, es-tu là? Vincent, êtes-vous là? Vous êtes là. La voix se manifeste. Vincent, du côté des cours des cryptos, quel potentiel pour la suite désormais? Est-ce que le point bas est derrière? Alors pour le moment c'est difficile à dire et ça paraît peu probable en tout cas selon moi. C'est vrai que la semaine dernière on en parlait déjà et on est revenu à quelques dollars près sur les mêmes niveaux que lundi dernier. Donc on a eu ce rebond finalement qui s'est un peu matérialisé avec les indices américains. On a vu ce rebond avec Jérôme Powell et le Bitcoin et les crypto-monnaies en ont profité, mais on sent le manque d'engouement finalement. Il n'y a pas eu de nouvelle accélération. On parlait des 22 500 dollars, qui est un niveau technique à court terme qui n'a pas été dépassé. Et donc ce manque d'engouement nous amène quand même à penser que on est loin du retour haussier, on est loin d'avoir trouvé selon moi le point bas, même si on le voit, c'est une tentative de consolidation. On a sur les marchés traditionnels plusieurs données qui pourraient permettre justement de poursuivre un peu ce rebond, même s'il est difficile aujourd'hui. Et donc permettre au Bitcoin et aux crypto-monnaies de tenter de poursuivre le rebond. Mais il y a d'autres risques, notamment sur le marché des cryptos, avec la régulation, où en Europe on devrait avoir d'autres nouvelles à court terme, ou encore les problèmes de liquidité de certains acteurs qui pourraient se poursuivre, voire s'accélérer. Et donc attention tout de même, ce rebond qui semble vouloir se maintenir du fait des indices américains qui pourraient tenir un moment, nous sommes toujours sur le bear market et nous sommes toujours, selon moi, dans un marché baissier qui pourrait nous conduire sur des niveaux plus bas. Ici, le test, ce sera bien sûr de revenir sur les 17 000 si on venait à casser les 19 800, ce niveau psychologique de l'ancien plus haut historique de 2017. Mais on l'a vu, ces niveaux, ces rebonds finalement, sur les 25 500 que l'on avait vus, n'avaient pas tenu et avaient décroché. Donc voilà, pour répondre simplement, peut-être une consolidation ou voire une tentative de maintien un peu plus importante au-delà des 20 000, sous les 19 800. Attention à la baisse et pour moi, on n'est pas sur le point bas encore. Et sur Ether, quels sont les seuils techniques à regarder, à surveiller? Alors sur l'Ether également, on est venu finalement bloqué sur les 1250, ce niveau qu'on regardait depuis plusieurs séances. On est en dessous, je parlais tout à l'heure du plus haut historique de 2017 sur le Bitcoin. On est un peu au-dessus sur le Bitcoin. Sur l'Ether, on est bien en dessous. C'était les 1420 dollars. Donc peu de niveaux techniques qui peuvent tenir la tendance. Ici, les 1180, 90, donc on est actuellement dessus, est un niveau moyen terme que l'on surveille. Mais on pourrait voir également une forte accélération sous ce niveau. Les 1000, les 850 une nouvelle fois. Mais attention, on est sous ce niveau psychologique de l'ancien plus haut historique. Donc pour moi, de la même façon, attention au risque. Si on ne se maintient pas au-delà des 1100, 1190, 1180, le risque est d'accélérer à la baisse, de revenir sur le plus bas récent qui est donc sur les 850, voire de le casser. Bien entendu, ce sera également dans le sillage du Bitcoin, dans le sillage des crypto-monnaies. Et donc probablement, si nous avons toujours une poursuite du rebond, notamment sur les indices américains. Actuellement, Ether, 1180 dollars, Bitcoin, 20 669 dollars. On rôde toujours quand même plutôt proche des points bas récents. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci. Vincent Bois, analyste technique pour IG. Et dans ce contexte, Raphaël, la finance traditionnelle va tenter ou semble vouloir tenter de prendre sa revanche sur la finance crypto. En tout cas, c'est l'une des grosses informations des derniers jours qui suscite pas mal de débats. La star de Wall Street, Goldman Sachs, pourrait racheter les avoirs de
Celsius. Ouais, exactement. Alors bon, c'est une info qui n'a pas encore été officiellement confirmée, mais il y a pas mal de sources quand même qui vont dans le même sens. Ce sont nos confrères de CoinDesk qui ont sorti l'info en premier. Et effectivement, apparemment, donc Goldman Sachs, l'une des banques les plus puissantes du monde, l'une des stars de Wall Street, est en train de lever des fonds auprès de plusieurs acteurs crypto, donc plutôt des fonds crypto, pour pouvoir racheter les actifs de Celsius, qui sont évidemment très décotés avec la crise actuelle et le gel de ses avoirs. Ce qui est, à la fois intéressant et intriguant dans cette opération, c'est que on peut se dire qu'est-ce que Goldman Sachs vient faire dans une telle galère, parce que on voit bien que Celsius est en grande difficulté. Ils ont pris Citigroup pour les aider à restructurer la société. Maintenant, il y a Alvarez Marsal, qui est un acteur assez important au niveau international. En fait, c'est un cabinet de conseil avec des avocats que peu de gens connaissent, mais l'une de leurs spécialités, c'est tout ce qui est justement liquidation des actifs et fin de l'activité. Donc voilà, on peut se dire que quand on fait appel à ce genre de cabinet, c'est parce qu'on a envie de remonter, mais aussi peut-être parce que on n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit. Donc voilà, on peut se demander ce que Goldman Sachs fait là-dedans. On va voir dans les jours qui viennent ce que ça va donner. Oui, tout à l'heure, Grégory Volokin était avec nous et on lui posait la même question, que vient faire Goldman Sachs? Et sa réponse était, mais ils viennent faire leur business habituel, ils cherchent l'argent là où il est. Alors effectivement, l'une des pistes privilégiées quand on pense à Goldman Sachs sur ce dossier, c'est de se dire, il y a quand même de beaux actifs. Donc si Goldman Sachs met la main dessus pour un montant qui est évalué aux alentours de 2 milliards de dollars, si les marchés remontent et que l'activité reprend, potentiellement ils pourront, comme ça se fait un peu sur la dette, c'est-à-dire que vous achetez une dette qui est décotée, donc vous prenez un risque parce que potentiellement elle ne vaudra quasiment plus rien, mais par contre, si jamais ça remonte et que vous arrivez à restructurer tout ça, vous faites une coquette plus-value. Goldman Sachs l'a déjà fait dans plein de dossiers. Est-ce que ils vont le faire dans la crypto? Donc ça, c'est la première option. Et puis la deuxième, c'est de se dire que Goldman Sachs est quand même l'une des banques les plus actives dans cet écosystème et que peut-être, c'est pour eux une manière de mettre un pied de plus dans la finance. Alors décentralisée, Celsius n'est pas un acteur de finance décentralisée, c'est un acteur de la finance centralisée. Mais voilà, c'est une plateforme quand même qui compte dans l'écosystème, qui comptait beaucoup avant qu'elle chute. Et donc, pour eux, c'est potentiellement l'occasion de mettre vraiment un pied dans cet écosystème. John? Non, je me posais une question par rapport à ça, justement, c'est la perception de la communauté par rapport à ce type d'acquisition. Parce que on sait quand même que l'univers crypto s'est bâti un peu en opposition à l'univers bancaire. Et du coup, est-ce que c'est perçu de manière plutôt positive ou négative? Goldman Sachs, quand même. Ouais, alors après, non, mais c'est une très bonne question. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'actuellement, la préoccupation de la communauté crypto et notamment des clients de Celsius, c'est avant tout quand même de pouvoir récupérer ses fonds et globalement, de retrouver une activité normale. Après, c'est évident, et d'ailleurs on le voit, on l'a vu à l'époque avec JP Morgan ou d'autres grandes banques américaines. Quand elles s'intéressent à ces sujets, il y a effectivement une sorte de méfiance. Il y a une réaction presque épidermique en se disant, attendez, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la crypto? Mais on le voit, ça fait maintenant 2-3 ans que de plus en plus d'acteurs s'y intéressent. En Europe aussi, on voit des banques qui s'intéressent à ces sujets parce que elles savent que ça fait aussi partie de leur futur et que si elles passent à côté, elles prennent le risque de louper en fait une partie du futur de la finance. C'est ça, parce je le vois aussi dans l'univers des NFT, ce marché qui se contracte donne lieu à pas mal d'acquisitions. Ouais. Et il y en a une qui a assez frappante la semaine dernière, c'est la plateforme qui s'appelle Non-Origins, qui est en fait une des plateformes historiques de vente et d'achat de art NFT, qui s'est fait racheter par eBay. Ouais. Et là, pour le coup, il y a eu des énormes levées de boucliers dans cet univers décentralisé, parce qu'il y a certains acteurs, il y a une sorte d'univers qui se construit un petit peu contre les GAFAM, un peu dans cet univers, contre la captation de la valeur par des gros acteurs. Et donc, il y a pas mal d'artistes ou de personnes qui ont brûlé leurs œuvres sur Non-Origin en forme de contestation. Alors, brûler, c'est symbolique, mais en effet, qui les ont détruites pour marquer leur mécontentement en tout cas. Et donc c'est pour ça que je me pose ces questions sur un peu ce débat et cette question, parce que je pense qu'on va avoir d'autres acquisitions qui vont arriver de plus en plus avec ce marché qui se contracte et beaucoup d'acteurs comme Goldman. Moi je pencherais plutôt peut-être vers le deuxième point, même si Celsius est un acteur. C'est pas le plus beau dossier, voilà. On peut se dire aujourd'hui, Celsius, c'est pas forcément la plus belle opportunité, si on se projette à long terme, mais en même temps, c'est vrai que pour eux, c'est peut-être une manière justement de se faire un peu la main sur ce sujet. Et alors, je rebondis sur ce que disait John. Celsius n'est pas, loin s'en faut, la seule société de l'écosystème en difficulté. Il y a aussi BlockFi.
la plateforme de lending vient de bénéficier d'un prêt de la part de qui? De la part du géant FTX, qui pourrait donc prendre une participation dans BlockFi. Bah, effectivement, c'est-à-dire que, et John l'a très bien rappelé, c'est-à-dire que dans une période où le marché se contracte, il y a évidemment plein d'opportunités et on va avoir, que ce soit de la part d'acteurs traditionnels ou justement d'acteurs de la crypto mais dominants, bien des opérations relativement, très opportunistes, en se disant bon bah voilà, là il y a des acteurs d'une part qu'on ne peut pas se permettre de laisser tomber parce qu'on en parlait la dernière fois, il y a le risque de l'effet domino, c'est-à-dire que si vous avez trop d'acteurs qui tous en se tenant tombent, et à la fin toute la chaîne craque. Donc il y a déjà ce premier élément. Et le deuxième, c'est de se dire quand vous êtes FTX, bon bah voilà, vous êtes l'une des 3 plus grosses plateformes d'échange de la planète, avec Binance et Coinbase. Et donc là, vous avez l'opportunité d'aller chercher à droite à gauche des entreprises, là en l'occurrence des plateformes de lending, qui sont en difficulté, qui ont besoin de fonds. Et donc, vous pouvez rentrer pour pas cher à leur capital et potentiellement restructurer un peu tout ça, récupérer les équipes, la techno, la clientèle. Et puis, vous continuez d'asseoir finalement votre domination sur le marché. Oui, et ça veut dire aussi que la communauté crypto qui s'est construite, en opposition parfois au système traditionnel, dans une forme de quête de pureté, est en train d'apprendre peut-être aussi le sens du compromis. Le compromis, c'est pas forcément compromission. Si on veut parvenir à continuer de vivre, parfois il faut savoir aussi accepter de faire entrer le verre dans le fruit, Raphaël. Non, mais ce qui est sûr, et je pense qu'avec John là-dessus on sera d'accord, c'est qu'en période de hausse, finalement, vous avez toutes les libertés. C'est-à-dire que tous les projets ont les moyens, l'attraction pour finalement faire des choix, j'allais dire, souverains. C'est-à-dire qu'ils sont maîtres de leur destin. Donc, s'ils veulent faire telle ou telle activité, ils peuvent le faire. Ce qui est plus compliqué en période de baisse, c'est que vous n'avez plus cette latitude. Et donc, vous avez des projets qui même portent une philosophie totalement décentralisée, qui ne veulent pas être récupérés, qui vont malheureusement, peut-être pour eux, être rachetés ou basculer dans le giron d'un plus gros acteur parce qu'ils n'ont pas les moyens, justement, de leur autonomie. Alors après, on verra ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, mais clairement, en période de baisse, c'est toujours compliqué quand vous êtes, on va dire, le petit ou le moyen player du marché. Alors c'est très intéressant, le sujet est très intéressant. Est-ce le début de la revanche de la finance traditionnelle sur les promesses qu'offrait ou qu'offre toujours la finance crypto? On voit que les banquiers centraux sont en train de resserrer leur politique monétaire, que les liquidités se raréfient, commencent ou vont commencer à se raréfier, si bien que pour Bitcoin c'est une forme de challenge, de concurrence qui vient s'ajouter. La promesse de Bitcoin, c'est avec nous, et en investissant dans Bitcoin, vous investissez dans un actif rare, contrairement aux monnaies traditionnelles. Là, on voit que les banquiers centraux sont en train de raréfier leur propre monnaie. Et donc, c'est une partie de la promesse de Bitcoin qui est mise à mal. Est-ce que ça va aussi pousser les acteurs de cet écosystème, et particulièrement Bitcoin, à aller promettre, en tout cas proposer une valorisation liée à l'usage, à la technologie qu'il y a derrière, plus qu'à cette promesse de monnaie rare et donc une forme d'or. Voilà, je le formule très mal, mais est-ce que ça va amener ces acteurs-là à transformer leur promesse On a une demi-heure ou pas? Alors que les banquiers centraux sont en train de raréfier leur propre monnaie. Non, mais il y a évidemment... votre question est... Elle est très mal formulée, j'en suis désolé. Non, mais pas du tout, parce qu'en réalité, en fait, elle pose vraiment la question du paradigme dans lequel on évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui est inédite à tout point de vue. Elle est inédite d'un point de vue monétaire, d'un point de vue économique et d'un point de vue technologique. Et donc, on va vivre, mais c'est aussi ça qui est passionnant et qu'il faut raconter, c'est dans les mois et les années qui viennent, des transformations considérables. On voit déjà que le choix des banques centrales, je pense notamment à la Fed, de remonter les taux, provoque un débat en se disant « Attendez, c'est très bien, on va lutter contre l'inflation, mais vous êtes quasiment sûr d'avoir une récession ». Donc déjà, ce point-là, dans les mois qui viennent, va être énormément discuté. Et puis après, effectivement, quand on voit tout ce qui se passe dans le secteur des cryptos, il y a la question de Bitcoin, mais il y a aussi, John connaît très bien les NFT. Aujourd'hui, les NFT, il y a 1000 manières d'appréhender le sujet. On verra quelle direction le secteur va prendre, mais on voit que on parlait il y a encore 6 mois énormément de tout ce qui est art, gaming. Aujourd'hui, on commence à se dire sur l'utilité, dans quelle direction on va aller. Maintenant, on a plein de collections d'NFT, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, on voit qu'aujourd'hui, des projets commencent à dire, il va y avoir tel ou tel usage. Donc, les choses évoluent très vite.
Bon, il y aura plein de choses dans les mois qui viennent à raconter à ce niveau-là. Oui, mais c'est peut-être plus la promesse technologique que les investisseurs priceront que la promesse monétaire dans un environnement plus challenging pour le Bitcoin, dans la mesure où la promesse monétaire de rareté du Bitcoin se trouve challengée par une Fed qui raréfie sa monnaie. Ouais. Après, moi, j'ai du mal à croire qu'on va vraiment rentrer. Non, mais j'ai du mal à croire qu'on va vraiment rentrer dans une période où justement la monnaie des banques centrales va se raréfier. C'est ça. Parce que, encore une fois, il y a un vrai sujet d'inflation, mais ça va être compliqué de gérer cette inflation sans provoquer une gigantesque récession. Ouais. Bon, on va continuer d'en parler, on aura mille fois l'occasion. Vous savez qu'on en parle tous les jours sur BFM Business. Les banques centrales, bien sûr, oui, elles sont en train de commencer à raréfier leur liquidité, à remonter les taux, mais ce mouvement pourrait peut-être assez vite s'arrêter aussi. On aura l'occasion d'y revenir et puis on en reparlera d'ailleurs dans 10 minutes avec nos experts des marchés financiers traditionnels. Dans l'univers des NFT, John Karp, qui nous accompagne pour son podcast aussi, NFT Morning. Est-ce que les performances des NFT souffrent de la baisse des cryptoactifs ? Est-ce que vous voyez plus de sous-performance dans l'univers des NFT d'ailleurs que dans les cryptoactifs, les crypto-monnaies ? En fait, il faut comprendre que les NFT, c'est un univers extrêmement jeune d'un point de vue investissement notamment. On peut dater ça peut-être, on commence à suivre, on va dire, les mouvements de NFT depuis 2-3 ans. On a eu des volumes significatifs depuis début 2021. Donc c'est vrai qu'on manque un peu d'historique sur les NFT. Et donc il y a une question à laquelle on n'avait pas de réponse, mais qu'on se posait, qu'on observait toujours, c'était la corrélation, finalement, entre les crypto-monnaies et les NFT. Parce qu'on se dit, finalement, quand j'achète un NFT, j'achète de l'art, j'achète du gaming, j'achète un sous-jacent, finalement, qui n'est pas censé avoir de lien avec une crypto-monnaie. C'est vrai que j'utilise l'Ethereum, notamment, mais plein d'autres crypto-monnaies, éventuellement, pour pouvoir faire mes achats, mais il ne devrait pas y avoir de corrélation directe. Et c'est vrai qu'en fait, jusqu'au crash, on va dire, il y avait une forme de courbe inversée, en quelque sorte. Ça veut dire que quand l'Ethereum baissait un petit peu, le prix des NFT avait plutôt tendance à augmenter. Comme si, justement, on avait de l'argent pas cher, qu'on pouvait se permettre, justement, d'investir dans les NFT. Et si on regarde, souvent, d'ailleurs, les hausses de NFT ont souvent préannoncé des hausses d'Ethereum, comme si finalement, à un moment donné, les NFT, ils stimulaient un peu le volume de l'Ethereum. Alors, j'ai pas cette notion. Donc, on avait cette décorrélation. Par contre, là, très clairement, quand tout s'est écroulé, notamment depuis le crash Luna, on va dire, les NFT ont suivi le mouvement de panique général de manière même accentuée au début. Ça veut dire que non seulement les prix baissaient, parce que l'Ethereum, j'ai un asset qui vaut 50 Ethereum, déjà, juste le fait que l'Ether baisse, il va baisser. Mais en plus de ça, ils avaient tendance à se décoter très rapidement, donc à passer à 40, à passer à 35. Et dans la mesure où, en plus, c'est un marché, pour le coup, relativement illiquide, ça veut dire que concrètement, c'est vrai que c'est pas comme des cryptos où on peut le vendre dans l'instant. Là, c'est un NFT, quand vous possédez un ape, par exemple, vous le mettez sur une place de marché, vous le listez à un certain prix, et puis il y a un acheteur ou il n'y a pas d'acheteur. Et donc, du coup, vous pouvez vite, pour peu qu'il n'y ait pas de volume sur ce bien-là pendant 24 heures, tout le monde peut très vite paniquer finalement. Et donc là, ça peut, souvent quand un volume baisse très fortement, ça annonce une chute du prix après. Donc, au départ, en effet, ça s'est creusé très vite. Par contre, ça a eu tendance à se rattraper. Une fois que la panique est passée, on a eu tendance à se rattraper, et quand on distingue, on voit qu'il y a quand même plusieurs types de NFT et plusieurs types de baisses. Ça veut dire que, en effet, sur beaucoup, on va dire, j'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais la majorité des NFT, on a eu des baisses extrêmement violentes. Combien ? Plus de 90% sur énormément de collections NFT. Donc oui, ça fait mal. Ça fait pchit. Ça fait mal. Par contre, sur les NFT blue chip, c'est comme ça qu'on les appelle, les blue chip, ça veut dire NFT. Les collections qui sont reconnues comme historiques, comme des collections sur lesquelles on sait qu'elles seront. En fait, quand on dit blue chip, c'est qu'ils seront encore là dans 2, 3, 5, 10 ans. Alors, c'est une estimation populaire, c'est une estimation faite dans les forums. Les gens disent ça, c'est blue chip, puis à un moment, il y a une forme de consensus qui définit ce qu'est blue chip. Je pense qu'on pourrait réavoir une émission pour dire qu'est-ce qu'un blue chip exactement. Mais pour faire simple, on a les top blue chip
qui sont assez chers d'ailleurs, qui sont les fameux Bored Ape Yacht Club ou les CryptoPunk. On a des blue chips intermédiaires qu'on va retrouver comme justement les Artefacts qui sont fait racheter par Nike, il y en a d'autres, les World of Women, les Cool Cat, enfin d'autres collections un peu intermédiaires ou celle de Gary Vee justement. Et donc ces collections-là ont une baisse un peu moins importante. On est plutôt dans les alentours de 70%. Alors, je parle en calcul dollar. Quand même. Alors quand même, 70% quand même. Quand même. C'est moins que les autres, c'était 90. C'est ça, quand même. Mais on voit en effet deux profils de NFT, au moins deux profils de NFT diverger là. Dans la baisse, le marché a séparé le bon grain de livret dans l'univers NFT aussi. C'est ça. Et en fait, quand on creuse même un peu plus, justement, quand l'Ethereum a touché là vraiment son plus bas, il y a une dizaine de jours peut-être, là, ça a un peu sonné justement le moment. On a vu les grandes collections blue chip remonter extrêmement vite avant même le retour du rebond d'Ethereum, notamment sur les CryptoPunk et sur les Bored Ape. Pour le coup, ils ont touché un plus bas et ils se sont rattrapés de quasiment 50% de valeur en l'espace de 2-3 jours. Donc on a eu ce sentiment à un moment donné, qu'on avait touché un moment, et l'Ethereum, à ce moment-là, l'Ethereum continuait de baisser, mais en valeur dollar, ça stagnait, voire ça augmentait. Ouais. Et donc c'est assez intéressant. Puis quand on creuse dans le détail... Oui, c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Si on va encore plus dans le détail, dans cet univers NFT, pour essayer de voir ce qui a le moins souffert, est-ce qu'on peut aussi catégoriser par thématique? Il y a des NFT dans l'art, dans le vin, dans plein de trucs, dans plein de domaines. Est-ce que selon les thématiques aussi, les performances ont été divergentes? Oui, en fait, c'est assez flagrant. Et là, pour le coup, on a des grandes disparités. Juste pour rappel... Alors, moi, je me réfère à un site, c'est nonfungible.com, sur lequel je regarde les datas, mais il y en a d'autres. Mais en fait, ils ont 4 grandes catégories de NFT. Ils ont l'art, ils ont les collectibles. C'est vrai qu'ils ont représenté les plus gros des volumes. Les collectibles, justement, c'est ces fameuses collections, on va dire, de 10 000 personnages. Okay. Donc voilà, c'est ces fameux singes, ces cochons, ces chiens, ces chats, etc. Il y en a plein. Et il y en a des biens, mais malgré tout. Il y a le gaming et les métaverses. Donc sur ces 4 grandes catégories. Ce qu'on observe, le secteur qui a le plus... En fait, là, je pense qu'on a joué un rôle de valeur refuge. Et quand on regarde, en fait, notamment ce que je regarde sur les volumes, c'est ça qui m'intéresse, sur les volumes de vente, les volumes se sont à peu près divisés par 2 depuis il y a 3 mois. Donc on est passé à peu près à 800 millions mensuels de dollars échangés dans le monde du NFT. Ok. Donc ça a diminué de moitié dans... Ça a diminué de moitié, à peu près. Dans ces volumes-là, il y a un volume qui est resté extrêmement stable, c'est celui de l'art. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte comme si une vraie décorrélation par rapport au marché, un vrai intérêt en se disant justement un peu ce côté valeur refuge, que l'économie se porte bien ou se porte mal finalement, l'art restera l'art, les artistes clés auront quoi qu'il arrive une valeur historique, et donc alors ça c'est je vous prends un peu des phrases que j'ai vues passer et ce qui se traduisent un peu dans les chiffres, qui font en effet qu'il y a eu finalement une sorte de stagnation dans les volumes d'art, et donc on va dire un intérêt maintenu dans cet univers-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, du gaming. Donc gaming, tous les nouveaux usages, c'est vrai, dont on parlait depuis quelques mois, notamment, alors il y avait cette notion, vous savez, de play to earn. Vous savez, c'est ces jeux qui vous garantissent un revenu si vous jouez. On va pas rentrer là-dessus, c'est un très grand débat, le play to earn, parce que pour le coup, on peut se poser des questions sur le niveau pyramidal de structure de ces jeux. Mais en tout cas, donc ces jeux qui vous garantissent un certain revenu si vous jouez, là, pour le coup, les volumes se sont effondrés de 90%. Donc là, ça fait mal. Et puis pour le coup, quand les volumes s'effondrent de 90%, là, en termes de valeur, ça peut être... je pense qu'il y a pas mal de jeux qui sont arrivés pas loin de zéro, pour faire simple. Et donc ensuite, on a d'autres valeurs, on va dire, intermédiaires, qui sont les collectibles et les métaverses, qui ont perdu entre 30 et 40% de volume. Donc, qui sont les projets un peu moyen terme, pour faire simple. Mais ça signifie donc qu'il ne faut pas parler des NFT toujours au sens large comme on a tendance à le faire, mais qu'à la faveur de cette crise, sont en train d'émerger de plus en plus des potentiels divergents dans cet univers des NFT, grands gagnants les NFT dans le monde de l'art. Et certains artistes en particulier ont vu la valeur des NFT plutôt bien résister aux conditions de marché. En fait, oui, justement cette notion, c'est un mot qui ressort beaucoup, c'est le mot blue chip. Ouais. Donc on a aussi les blue chip artistes. Ça veut dire en fait ceux qui ont vraiment apporté leur pierre à l'histoire de l'art. Et donc quand vous regardez finalement, il y a des artistes, leur cote finalement
baisse assez peu. Alors elle baisse quand même, mais elle se maintient. Donc c'est des artistes clés, on va dire, je vais en citer quelques-uns, mais Xcopy ou Beeple. Par exemple, la collection clé de Beeple, il a une collection qui c'est le fameux, c'est assez politique, mais politique is bullshit justement de Beeple. J'ai regardé, il se vend toujours aux alentours, enfin quand il se vend, mais c'est toujours aux alentours des $90 000 ou $100 000. Ça reste des prix assez forts quand même. Oui. Donc c'est des choses voilà qui se maintiennent assez fort. Il y a aussi tout un mouvement qui tient énormément bien et qui se développe bien, c'est tout l'art génératif. Vous savez, l'art génératif, en fait, c'est des collections d'œuvres qui sont créées par ordinateur. Et donc, les artistes, on va dire, créent des algorithmes qui vont générer, en fonction de couleurs de palette, de formes, de manière de s'organiser, des œuvres générées par ordinateur. Et il y a un site de référence, en fait, dans cet univers qui s'appelle Artblocks, qui s'est spécialisé depuis maintenant 2 ans sur la création. Il sélectionne des artistes qui créent des grandes collections d'art génératif et certaines qui sont devenues assez iconiques, comme notamment, il y en a une qui s'appelle le Chromie Squiggle par l'artiste Eric Snofro. Et donc, c'est un chrome. Enfin, en fait, quand on le regarde, on peut rigoler, mais c'est une sorte de suite chromatique. Et en fait, ce genre de choses, en fait, se maintiennent bien. Dans l'univers Tezos, il y a une autre plateforme qui s'appelle FXH qui se maintient très bien aussi. Et donc, seuls les projets historiques s'en sont bien sortis là dans les NFT, malgré le bear market. Il nous reste 30 secondes. C'est ça. C'est plutôt les projets clés. Les projets clés. Après, il y en a un dernier. Il y a des projets de bear market qui explosent. Il y en a un, juste pour le citer, c'est une collection qui s'appelle Goblin Towns. L'expression Goblin Towns aux États-Unis, ça veut dire on va tous finir à Goblin Town, ça veut dire on va tous finir fauchés. Ah bon. Et donc, c'est des collections de bear market, on va dire, qui jouent sur la blague, justement, on est tous fauchés, qui, pour certaines, ont un certain intérêt. Ils prennent pas la vague, mais qui la surfent. Exactement. Là-dessus, non, mais effectivement, ce qu'on observe dans l'industrie des NFT, un peu comparable à ce qu'on voit dans la crypto, c'est-à-dire qu'il y a quand même une prime aux acteurs qui sont sur le marché depuis un peu plus longtemps et qui sont identifiés comme étant un peu plus, entre guillemets, légitimes. Bon, tous les NFT ne sont pas morts, donc. Non, pas du tout. Quel pourcentage de NFT a un grand avenir, d'après vous? Allez comme ça, s'il fallait se mouiller, John. 1%. 1%. Je suis assez radical. C'est beaucoup, il y a plein de projets. Ouais, c'est déjà énorme. En fait, c'est déjà énorme. Ouais. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'être passés nous voir sur le plateau de BFM Business. John Karp, donc coproducteur du podcast NFT Morning. Raphaël Bloch, cofondateur, rédacteur en chef de The Big Whale. Salut messieurs, bon retour. Dans un instant, la revanche de la finance traditionnelle. Nos experts de marché vont nous accompagner alors que le CAC 40 recule un petit peu, moins 0,2%. Marc Toiti, dans un instant, sur BFM Business avec Christian Parizeau pour Alter Economics. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.